Eric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors ça y est, on a une inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Or, on sait qu'une inversion de la courbe des taux annonce généralement une récession. À quel horizon? Disons 12-18 mois. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait binaire. Ce n'est pas parce qu'on a une inversion de la courbe des taux que les marchés boursiers vont commencer à dégringoler. Et vous nous apportez des éléments de réflexion pour voir comment, en fait, ce cycle pourrait s'achever et se traduire pour les marchés actions. Cette fin de cycle pourrait se traduire pour les marchés actions. En effet, oui, c'est intéressant de voir que quand on a les taux de la Fed qui arrivent sur un plateau, je pense qu'on le voit bien sur le graphique, là on a commencé à arriver sur un plateau, ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Quand on arrive à ces niveaux-là, on a une inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux longs ont tendance à passer sous les taux de la Fed, sous les taux 3 mois, sous les taux 2 ans, donc à inverser la courbe des taux. Donc quand la Fed cesse de monter ses taux, on crée un plateau. C'est ça. Et à ce moment-là, le marché prend un peu peur. C'est ça, parce qu'il se dit, voilà, si la Fed s'arrête de monter les taux, c'est qu'elle a fait le boulot et que ça y est, on est arrivé, quoi. Donc du coup, les taux longs baissent et créent donc cette question pour la fin du cycle. Mais ce qui est difficile pour l'investisseur, c'est qu'on voit depuis les années 90 que quand on arrive sur cette maturité du cycle, ce n'est pas aussi simple et qu'on a la plupart du temps une nouvelle impulsion, une impulsion très forte qui envoie les marchés à la hausse et qui crée même les bulles qu'on a connues avec la bulle Internet, avec la bulle des subprimes, etc. Et donc, évidemment, ça part dans l'autre sens. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Alors, regardons justement les exemples que ce graphique met en avant, les exemples du passé, et essayons de voir finalement quelles sont les analogies possibles, éventuelles, avec la situation présente. On va remonter donc au début des années 2000. Là, on a le premier plateau. Alors, il y a deux plateaux, en fait. Vous allez nous expliquer un peu ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, c'est-à-dire qu'avant les années 2000, il y a déjà la fin des années 90. Et en 98, on était sur un plateau déjà des taux de la Fed depuis quelques temps. Et puis, on a cette crise asiatique en 97. On a une crise LTCM en 98. Et la Fed baisse ses taux très fortement, 100 points de base, et relance la machine. On a des profits qui repartent à la hausse, on a un cycle qui se réenclenche, et finalement, pendant 2 ans, le marché repart à la hausse. Et quand on arrive à l'étape d'après, c'est-à-dire quand à nouveau elle se met à stabiliser ses taux sur un plateau. Parce qu'elle les a remontés dans l'intervalle. Parce qu'elle les a remontés entre-temps, ce qu'on peut voir sur le graphique. Eh bien, en fait, on a à nouveau une inversion de la courbe des taux. À nouveau, les taux longs repassent en dessous des taux courts. Et à ce moment-là, on arrête finalement le marché haussier. C'est la fin, c'est la bulle Internet qui éclate, quoi. Le marché boursier a réagi très très vite en l'espèce. Il a réagi, oui. On a eu 2 mouvements parce que finalement on a eu mars et puis on a eu septembre-octobre sur cette année-là. Donc il a réagi, il a rebondi un peu, etc. Et il est reparti à la baisse. Après, on a l'exemple de 2006-2007 qui est lui assez différent. Parce que on a, au moment où la Fed s'arrête de monter les taux, on a les taux longs qui baissent, donc inversion de la courbe des taux, mais ça se transmet au taux des emprunts immobiliers, et ça va générer finalement, ça va accélérer ce qui se passait au niveau des subprimes, donc on va créer cette fameuse bulle des subprimes. Alors, que je comprenne bien, la baisse des taux longs a entraîné la baisse des taux hypothécaires. C'est ça. Et donc favorisé les emprunts sur le marché immobilier. C'est ça. Donc on a eu cette bulle. Donc on a eu cette bulle qui a éclaté beaucoup plus tard. C'est-à-dire que le plateau, on va dire, était déjà bien consommé. On était plutôt vers la fin du plateau quand la bulle a éclaté. Alors, si on se compare aujourd'hui à ces situations, on n'est pas tout à fait dans la situation de 2006-2007 parce que on a cette fois-ci des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus bas et quand les taux baissent, finalement, ça pénalise les banques qui sont quand même assez importantes pour le financement de l'économie. Pour le financement de l'économie. Donc, on n'est pas dans cette situation-là. On n'est pas non plus tout à fait dans la situation de 98 parce que pour l'instant, la Fed, elle n'a pas baissé ses taux. On est simplement sur un arrêt, on est toujours sur ce plateau des taux de la Fed. Donc on n'a pas d'impulsion de la part des taux de la Banque centrale américaine. Et puis on peut même se demander
si finalement, côté américain, parce que tout ça est quand même très centré sur les États-Unis, qui sont la puissance qui dirige, enfin qui drive un peu les marchés mondiaux, on peut se demander si finalement la dernière impulsion, on ne l'a pas déjà eue avec la relance fiscale, qui est arrivée de façon un peu inhabituelle, un peu plus tôt. Mais chaque cycle se répète, mais de façon un peu différente. Donc, c'est pas étonnant d'avoir des phénomènes un petit peu différents. Et aujourd'hui, cette relance fiscale, évidemment, elle est beaucoup moins forte. Et donc, est-ce qu'on n'a pas déjà eu, finalement, cette dernière impulsion? Alors, pour aller plus haut, pour avoir, finalement, cette dernière impulsion, je pense qu'il y a besoin d'une combinaison, pas simplement américaine, mais une combinaison sino-américaine. C'est-à-dire que les États-Unis ralentissent, le dollar potentiellement pourrait baisser, aider la relance chinoise, ou en tout cas sur les marchés, pour qu'on aille vers une exagération ou une prolongation, on va dire, qui serait plutôt à la faveur des pays émergents pendant un laps de temps suffisant pour donner un peu d'inconfort aux investisseurs, parce que finalement, ce type de mouvement, c'est favorable aux pays émergents par définition, puisque c'est de là d'où viendrait un peu l'impulsion. En même temps, les investisseurs particuliers ont tendance dans ces moments-là à suivre les mouvements, à revenir et tout ça, et à racheter ce qui a déjà fonctionné, c'est-à-dire les valeurs technologiques américaines. Donc finalement, les différentiels en termes régionaux ne seraient pas forcément très marqués. Et donc ça crée une confusion où il nous semble qu'une façon intelligente de jouer ça, c'est à la fois d'être positionné sur les pays émergents au niveau régional, en même temps en termes de style d'investissement, eh bien, de jouer quand même la maturité du cycle, c'est-à-dire d'être positionné sur des styles plus défensifs, la qualité, la recherche de rendement, la moindre volatilité. Et si on veut jouer la relance, ou l'aspect un peu plus cyclique de la relance, eh ben, c'est de rentrer dans de la granularité au niveau sectoriel ou dans du stock picking, en achetant par exemple des valeurs automobiles qui ont été massacrées et qui pourraient rebondir, qui bénéficient également de ce qui pourrait se passer en Chine, potentiellement, s'il n'y a pas au niveau du commerce mondial avec les États-Unis de problèmes, donc beaucoup de si. Et puis, par exemple, le luxe également, qui bénéficie aussi de cette relance chinoise. Donc, une fin de cycle, c'est jamais très facile, et ça peut durer dans le temps, ce qui donne de l'inconfort. Éric, merci. Merci à vous.